Donc, c'est de parler, évidemment, je l'ai dit, de marketing territorial et de parler de la manière dont le marketing territorial, donc on va essayer de définir très rapidement, peut apporter quelque chose à l'Afrique et aux Africains, étant entendu, bien sûr, qu'il y a déjà des choses qui ont été faites et ont été initiées dans ce cadre-là, comme nous le verrons ensemble. L'idée, en fait, c'est bien sûr de penser l'Afrique de demain, ce qui est l'objectif de ce forum, qui s'appelle Afrique Cœur de Monde, mais dont la thématique, c'est véritablement ça, penser l'Afrique de demain et les enjeux qui peuvent se poser à elle, tels qu'on les a vus dans différents domaines dans les précédentes interventions. Autour donc déjà de la notion de territoire et de bien comprendre à quel point cette notion a une importance dès lors qu'on fait du marketing territorial, voir ensuite de quoi on parle quand on parle de marketing territorial et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour travailler sur cette question sur laquelle tout le monde travaille, qui est la question du développement des territoires et principalement aussi de l'attractivité. Parler ensuite du diagnostic qu'on peut faire pour les territoires africains, en sachant là aussi qu'il est différencié, et jeter quelques pistes de réflexion, tout ça bien sûr de façon assez synthétique pour qu'on puisse tenir dans les délais de ce forum. Alors, concernant le territoire, donc si on essaie de définir ce qu'est un territoire, on se retrouve face à quelque chose d'assez difficile, puisque la définition du territoire, on devrait même dire les définitions du territoire, c'est plutôt quelque chose d'assez aporétique. Alors, on pourrait prendre tout un ensemble de définitions. Il se trouve quand même que le Collège international des sciences du territoire, qui est un collège de géographes, a donné une définition qui me semble assez synthétique et assez parlante des 4 dimensions qui peuvent composer un territoire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un territoire, au-delà en fait de l'acception assez traditionnelle qu'on pourrait en avoir, une région, une ville, etc., c'est d'abord en fait un espace physique. Donc, un territoire, ça a une dimension matérielle, c'est borné par des frontières, mais ça a aussi une dimension immatérielle. Et ça, vous devez le percevoir, c'est-à-dire que quand je me dis appartenir à un territoire, derrière ce territoire auquel j'appartiens, il y a toute une symbolique, il y a de l'impalpable, de l'invisible, du virtuel. Il n'y a pas uniquement un espace physique avec des routes, des maisons et des structures. Ensuite, la difficulté qu'on rencontre quand on parle de territoire, c'est que bien sûr, on peut borner assez facilement un territoire parfois, mais il y a aussi en fait un caractère assez discontinu du territoire. C'est-à-dire qu'un territoire, parfois, c'est une ville, mais une ville elle-même, elle est incluse dans une région, et cette région elle-même, elle est incluse dans un pays, et ces éléments-là peuvent être interconnectés avec des bassins d'activité, des bassins d'emploi, des zones touristiques. Donc, il y a ce côté discontinu qui fait que parfois, dans un territoire, on a plutôt plusieurs territoires qui s'imbriquent ou qui se juxtaposent, ce qui peut poser des problèmes en termes de gouvernance et en termes de communication autour de ces territoires. Donc, ça nous amène à la 3e dimension, qui est justement l'interconnexion qu'il peut y avoir entre ces territoires, par le biais des liens physiques, institutionnels, économiques qui peuvent exister, mais aussi par les représentations ou les éléments de représentation qui sont assez mouvants et qui peuvent exister autour de ce territoire. Et enfin, dernier point, et alors, ça concerne assez directement beaucoup de zones africaines, mais également des zones qui ne sont pas forcément en Afrique, qui peuvent être des zones européennes. On a la même problématique en Europe. Il existe et on peut repérer de façon quasi systématique une inégalité d'accès au territoire physique en tant que ressource. C'est-à-dire que tous les territoires ne sont pas égaux, n'ont pas les mêmes ressources, aussi bien en fait en termes de ressources naturelles qu'en termes de ressources institutionnelles, par exemple des écoles, des universités, des services publics. Et donc, on se retrouve face à une dichotomie entre des territoires dans lesquels en fait on constate une mobilité grandissante, ce sont des territoires attracteurs, et pour certaines personnes, certains individus, certains groupes, le cantonnement à des territoires qui sont plus restreints, desquels ils n'arrivent pas à sortir. Voilà. Et donc, dès lors qu'on parle de développement territorial, il s'agit de faire attention à ça, de faire attention à ne pas créer un développement territorial à 2 vitesses et à ne pas oublier en fait que tout le monde ne peut pas aller vers les territoires dynamiques et qu'il faut aussi travailler sur le développement des territoires moins dynamiques. Alors, ça veut dire aussi, quand on prend ces 4 dimensions, et on va s'arrêter quelques minutes sur ce schéma, qu'on a un véritable problème d'échelle.
J'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que le territoire, c'est la ville, c'est le quartier, ça peut être la région, ça peut être un département, ça peut être une zone touristique. Et donc, quand on fait du développement territorial, quand on est un élu, ou quand on est un responsable, ou quand on est même une entreprise, puisque l'entreprise peut faire du développement territorial, on se retrouve à se dire, voilà, quelle est la bonne échelle à laquelle je peux faire du développement territorial. Alors, sur cette question des échelles, donc elle est assez normée, assez formalisée en sciences sociales. Elle a été formalisée à la fin des années 90 par Dominique Desjeux, qui avait défini donc 5 échelles à partir desquelles on pouvait travailler, qui partaient donc de l'échelle neurobiologique, qui est vraiment en fait les moyens d'action qu'on a sur le corps humain, jusqu'à l'échelle macro-sociale qui représente les moyens d'action qu'on a sur un pays, une région ou un département. Et en fait, l'idée derrière cette échelle de Desjeux, c'est de montrer que les différents champs de connaissances ou les différents champs disciplinaires qui vont en fait de la médecine, la chirurgie jusqu'à la sociologie, en passant par la psychologie, le droit, vont agir sur ces différentes échelles. Vous comprenez en fait que si je, par exemple, je suis un chirurgien de la main, je suis plutôt sur l'échelle neurobiologique, c'est-à-dire sur l'échelle du corps humain. Et mes moyens d'action et ce que je vais produire scientifiquement va plutôt avoir un impact sur cette échelle. Si je fais de la macroéconomie et que je fais mouliner des modèles qui ont comme objectif de favoriser la croissance économique, qu'elle soit endogène ou qu'elle soit exogène, je vais plutôt être sur une échelle macro-sociale. Quand on fait du développement territorial, ben vous voyez en fait qu'on est sur des échelles qui sont un peu des échelles intermédiaires. C'est-à-dire que le macro-social peut avoir un effet, mais on est plutôt sur, en partant du bas, les étages 3 et les étages 4. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une échelle micro-sociale, c'est là on travaille sur des petits groupes, qui peuvent être par exemple une zone commerçante, ou sur des échelles mésosociales, sur la quartier, la commune, sur un bassin économique, sur une zone touristique ou une zone commerciale. Donc ça, c'est la dimension matérielle, et vous voyez en fait que c'est plus sur ces deux étages-là qu'on va être quand on fait du développement territorial. Ça implique quoi? Ça implique que dans la dimension immatérielle du territoire, les éléments sur lesquels on va pouvoir jouer, sur lesquels on va pouvoir agir, ce sont plutôt en fait des éléments qui vont faire interagir les individus ou les groupes entre eux autour de systèmes d'action. Je parle de systèmes d'action, par exemple, des systèmes d'action concrets qui peuvent exister ou des sociogrammes. Ça va être sur des processus sociaux qu'on pourra également agir. Et surtout, on va agir, quand on fait du développement territorial, sur l'échelle du quotidien et des interactions qui peuvent exister entre les individus, autour de leurs pratiques quotidiennes, autour de leurs usages, autour de leurs routines. Donc, on n'est pas nécessairement et forcément sur des éléments macro-sociaux, c'est-à-dire sur des modes de vie, des cultures, des grandes valeurs, même si le storytelling et la question de l'identité d'un territoire, elle est forte. Je dis ça parce que ça a un lien avec ce que je vais dire juste après, et sans dévoiler en fait la suite, c'est que pour l'instant, le marketing territorial a souvent travaillé sur une échelle qui était une échelle macro-sociale, c'est-à-dire qu'on était sur des créations de marques territoriales, sur des grands ensembles, et on a peut-être un peu négligé ces deux échelles micro-sociales et mésosociales qui sont, à mon sens, très importantes. Et donc, ça veut dire que derrière cette volonté de travailler sur les échelles mésosociales et microsociales, il y a évidemment la mobilisation nécessaire d'acteurs différents, donc on appelle ça des parties prenantes, qui vont être les élus locaux, certes, mais qui vont être aussi les clubs, les entreprises, les associations, mais aussi les habitants, les salariés, les touristes, les entreprises et les investisseurs. Et ça a un lien fort et ça participe de ce vers quoi devrait tendre le marketing territorial aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de faire de la co-création et de mobiliser les acteurs dans le développement territorial, que ce ne soit pas en fait uniquement des logiques qui sont des logiques top-down, c'est-à-dire des logiques qui viennent du haut avec des élus qui décident et qui fixent des cadres pour en fait essaimer ou les dicter à des gens qui sont sur le terrain. Alors, si on veut parler maintenant du marketing territorial, mais j'en ai déjà dit quelques mots, ce qu'on constate aujourd'hui, je ne vais pas faire toute l'histoire du marketing territorial, mais je vais en dresser plutôt une synthèse qui va servir à mon propos par la suite. On est plutôt sur un marketing qui est essentiellement exogène. C'est-à-dire que ce qui est fait et ce qui est proposé aujourd'hui, on le voit dans les différentes actions qui ont été mises en place, j'en illustrerai certaines après,
c'est qu'on est sur des objectifs assez marchands, c'est-à-dire qu'on est dans la mise en place d'un certain nombre d'actions à court et moyen terme avec la volonté de générer de l'attractivité. C'est-à-dire que l'objectif du marketing territorial dans l'essentiel de ses productions, c'est d'indiquer aux élus ou aux responsables comment faire pour attirer des investisseurs, attirer des touristes sur le territoire pour y dépenser de l'argent ou pour y investir. Et donc, on est généralement plutôt sur la valorisation de compétences qui sont déjà implantées et qui vont servir à générer de l'attractivité. Ça veut dire en fait que aujourd'hui, c'est là aussi assez stabilisé. Un marketing territorial, c'est un champ sur lequel en fait on travaille depuis 20-25 ans déjà. Donc autour du territoire, on a réussi à identifier 15 marchés. Donc 15 marchés qui sont finalement les différentes cibles qu'on peut mobiliser et qui sont en fait celles sur lesquelles travaille le marketing territorial. Donc, alors, je ne vais pas toutes les citer, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc, ça a été assez stabilisé. Hein. Vincent Gollin a beaucoup travaillé sur cette question-là et en 2014, il a produit le schéma que vous voyez sur la droite. Et donc, l'idée, en fait, dans le marketing territorial, c'est de travailler, par exemple, sur comment on attire des touristes. Donc, vous avez ça ici. C'est comment on attire des capitaux, comment on fait, on génère la création de grandes infrastructures, de grands équipements, comment on fait pour que des établissements publics s'installent, comment on fait en fait pour qu'il y ait des exportations qui puissent être générées à partir du territoire, comment on fait pour attirer des entreprises et avec les entreprises, les populations actives spécifiques, c'est-à-dire les cadres qui vont venir sur le territoire. Mais voilà dans quel sens aujourd'hui on fait du marketing territorial. Ça veut dire en fait que cette vision du marketing territorial, je l'ai dit, et du développement territorial, elle est assez marchande. C'est-à-dire que la démarche de marketing territorial, elle va reposer sur 3 piliers: la mobilisation et l'implication des acteurs locaux et de ce qu'on appelle les ambassadeurs du territoire, ceux qui vont promouvoir le territoire, qui peuvent être des personnalités, des grands entrepreneurs, des élus. Elle repose sur une connaissance fine de l'offre territoriale et de sa dynamique, c'est-à-dire quelles sont les ressources qui sont disponibles sur le territoire et qu'est-ce que le territoire peut offrir en termes touristiques, en termes économiques, en termes culturels. Et ça repose aussi sur une connaissance des clients du territoire, c'est-à-dire en fait qui sont ceux qui sont susceptibles de venir dépenser de l'argent sur le territoire ou de venir investir sur le territoire. Donc, en l'occurrence, très souvent, des entreprises ou des touristes. La manière dont ça va se décliner et dont ça se décline, cette volonté d'attirer ces 15 publics spécifiques, ça va se décliner au niveau opérationnel autour de 4 grands groupes d'actions, que je reprends également à Vincent Gollin, et dans les mêmes travaux en fait, qui sont ceux de 2014. Généralement, ce qu'on va trouver quand on regarde ce qui est fait en marketing territorial, on va trouver généralement des actions qui relèvent en fait de ce qu'on appelle le branding de la destination. Donc, c'est la création de marque, hein, ou la création d'une image du territoire à partir de laquelle en fait, on va promouvoir les qualités du territoire, qu'elles soient objectives ou subjectives. Donc là, on est vraiment dans une politique de marque avec la création de marques qui peuvent être en Europe Only Lyon, ou qui peuvent être Copenhagen, ou qui peuvent être même, on le verra après, au Maroc, oui, Casablanca, qui relèvent très spécifiquement de ce type d'opération. Ensuite, on peut avoir aussi des actions qui sont des actions de marketing d'attracteurs territoriaux, avec en fait un marketing de l'offre. C'est-à-dire que là, on va travailler sur ce qui peut être offert aux entreprises. Et ce qui va être fait dans ce cadre-là, c'est qu'on va proposer des offres un peu innovantes autour de nouveaux quartiers, qui peuvent être des quartiers verts, qui peuvent être des smart cities, autour de technopoles, autour d'incubateurs. C'est-à-dire en fait qu'on va faire la promesse aux gens qui veulent investir d'avoir un environnement favorable au développement de leurs activités. Ensuite, il peut y avoir aussi des actions orientées marketing client avec une promotion de l'offre territoriale qui va être spécifiquement ciblée sur des clients très spécifiques. Donc là, en fait, on va être sur non pas un marketing de l'offre, mais plutôt un marketing de la demande. Très clairement, rentre dans ce champ-là les actions de marketing touristique, hein, dans lequel en fait on va vendre une destination. Vous voyez bien en fait que par exemple une destination comme l'île de la Réunion,
et dans cette démarche-là, de vendre une destination touristique à des clients en fait qui sont des clients très ciblés et qui ont cette recherche d'une destination qui ne soit pas seulement une destination mer, mais aussi une destination un peu montagne, une destination un peu exotique. Donc voilà, on est sur ce type de démarche-là. Et enfin, le quatrième élément de marketing territorial opérationnel, qui est un peu plus récent, c'est ce qu'on appelle le pride marketing, qui est basé sur la volonté de non seulement faire du storytelling, mais également travailler sur la logique en fait d'advocacy, c'est-à-dire la logique de définir des ambassadeurs de territoire et que les acteurs locaux puissent s'approprier leur territoire, être fiers de leur territoire et s'afficher comme appartenant au territoire. Il y a des régions en Europe qui font ça très bien et qui sont fortes. La Corse en France, la Bretagne font ça très bien. Ça commence à émerger un petit peu en Afrique, puisqu'on le voit autour d'initiatives en fait baptisées souvent fierté africaine qui permettent en fait d'avoir des ambassadeurs du territoire. Et là, clairement, on est dans une logique qui n'est plus ni une logique de l'offre, ni une logique de la demande, mais plutôt, si on rattache ça au marketing, une logique de marketing relationnel, dans laquelle on va essayer de créer de la fidélité et de créer aussi un attachement à la marque qui fait en fait qu'on n'est pas seulement fidèle au territoire, mais qu'on est aussi promoteur du territoire. Donc on verra en fait comment ça peut se décliner. Alors, si maintenant on fait un zoom, puisque c'est l'objectif ici, sur l'Afrique et ses territoires, alors le zoom, évidemment, l'objectif, c'est pas qu'il soit exhaustif, mais j'ai quand même pointé certaines actions, certaines opérations qui ont été mises en place pour que vous puissiez avoir une vue globale, mais peut-être vous en connaissez certaines, de ce qui se fait aujourd'hui sur les territoires africains. Et j'ai souhaité en fait prendre 5 actions ou 5 opérations qui étaient assez différentes pour montrer en fait où on en est aujourd'hui du marketing territorial en Afrique. Donc, si on relève ces 5 éléments, donc les premiers types d'actions qu'on retrouve, mais là, vous voyez que c'est quelque chose d'assez classique, même si le terme est un peu moderne, on parle de villes résilientes. Donc ça, c'est des opérations, et j'en ai relevé notamment au Congo, sur 2 villes qui sont des villes secondaires, de Kayi et Owando. L'idée en fait de la ville résiliente, c'est en fait d'avoir une ville qui est souple et résistante. Donc ça, c'est une action qui a été menée en 2019. Et le point de départ et le pilier sur lequel repose le marketing territorial ici, ce sont précisément des éléments assez matériels et assez cadres de vie. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'assainissement, on travaille sur la protection de l'environnement, on travaille sur la construction d'infrastructures. Et l'idée, en fait, dans ces opérations-là, c'est d'améliorer l'attractivité et les conditions de vie. Avec cette idée qu'il faut développer les villes secondaires pour que tout ne se concentre pas sur les villes principales. Et donc, précisément, Nkayi et Owando, ce sont des villes secondaires qui ont un peu de mal à exister par rapport aux grosses villes ou aux capitales qui peuvent, oui, plus grandes villes qui peuvent exister au Congo. Je fais assez rapidement. Ensuite, vous avez donc la logique de marque territoriale que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a été développée dans plein de pays, qu'on retrouve aussi en Afrique. La marque Oui Casablanca, vous voyez ça sur la droite, c'est en vertical, a été développée donc au Maroc. Donc ça a été initié cette création de marque en 2015-2016 avec une démarche qui était vraiment une démarche de marketing territorial assez classique. Et donc là, l'idée, elle était double. L'idée, c'était de positionner la ville de Casablanca comme étant un centre d'activité économique assez dynamique et à la fois aussi comme une ville qui était une ville touristique. D'où l'idée en fait de donner ce supplément de modernité à la ville au travers de cette marque, Oui Casablanca, qui a été créée pour être juxtaposée ou utilisée en lieu et place du simple nom Casablanca. Ensuite, autre manière d'utiliser le diagnostic, le marketing territorial. Donc là, on est plus en amont de la démarche de marketing. Donc, on a des choses qui se retrouvent. Il y a un travail assez intéressant qui a été fait en Casamance. Donc ça, c'était en 2020, donc c'est assez récent, où en fait a été mise en œuvre autour de plusieurs acteurs. Donc ça a été fait notamment à l'initiative de l'entente interdépartementale de Ziguinchor et de la région Grand Est, donc région Grand Est en France,
Donc, il y a eu un appui en fait, qui a été fait par la région Grand Est. Et l'idée ici, en fait, c'était avant même de mettre en place des actions de marketing territorial, de fonctionner en 4 étapes, c'est-à-dire faire un diagnostic des forces et des faiblesses du territoire, des opportunités et des menaces qui pouvaient exister. Ensuite, construire une stratégie d'attractivité et de marque. On retrouve la logique de marque pour la Casamance. Ensuite, autour de cette stratégie, construire un univers de marque, une identité pour la marque Casamance, aussi bien au niveau des publics économiques que des publics touristiques. Et ensuite, dernière étape, la partie opérationnelle, donc faire la communication de la marque. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est également intéressante et qui, bien sûr, a des points communs avec la démarche qui a été initiée par Casablanca, mais dans la phase de préparation, le diagnostic d'attractivité territoriale, je trouve en fait que pour ce qui a été fait au niveau de la Casamance, on est sur quelque chose de beaucoup plus fouillé et de beaucoup plus intéressant que ce qui a été fait sur Casablanca, où on était déjà en fait sur une étape qui était un peu plus opérationnelle et moins dans la partie en fait diagnostique. Ensuite, quatrième action ou groupe d'actions que j'ai pu relever, là on est sur le tourisme, donc c'est une opération qui a été menée donc au Sénégal également, avec dans cette opération la volonté de proposer quelque chose pour répondre à la baisse d'activité, voire à la mise à zéro de toute activité touristique dans le cadre de la pandémie. Donc, cette démarche, elle est intéressante parce qu'elle lie des parties prenantes et un ensemble de parties prenantes. Et ce qui a été mis en place dans le cadre de l'opération Tahamou Sénégal, c'est qu'il y a une convention de partenariat qui a été mise en place entre l'Agence sénégalaise de promotion touristique, Air Sénégal et les hôtels Hibiscus. Et donc là, vous voyez en fait qu'on est sur quelque chose d'intéressant aussi, puisque ça ne part pas que d'une institution publique, mais on est vraiment en fait sur un partenariat public-privé avec un objectif qui est un objectif de service public, qui est un objectif de bien commun, qui est la relance du tourisme interne. Et en fait, on est dans une relation ici qui est une relation gagnant-gagnant, puisqu'évidemment, si le tourisme repart, ça profite au territoire, ça profite aux habitants et ça profite bien évidemment aux entreprises qui ont participé à la relance du tourisme interne, qui peuvent être Air Sénégal ou les hôtels Hibiscus. Et enfin, dernier type d'action que j'ai pu pointer, mais je le répète, cette liste n'est pas du tout exhaustive, c'est donc sur le gouvernorat de Nabeul en Tunisie, où là, en fait, le choix qui a été fait, c'est aussi de s'appuyer sur une entreprise privée, qui est Médis International, qui est une entreprise qui est dans le domaine de la santé. Et le choix qui a été fait ici, c'est de faire du marketing territorial. Alors, non pas en travaillant uniquement sur l'aspect extérieur et sur l'aspect communication, mais véritablement en essayant de travailler sur le développement et le soutien aux entreprises locales. Donc, aider à faire que les entreprises qui étaient déjà installées puissent se développer et pour qu'en fait, on soit sur un enrichissement du territoire par l'intérieur et pas en fait un enrichissement du territoire par l'extérieur et par l'apport de capitaux ou par l'apport de fonds qui seront dépensés par des visiteurs. Voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un zoom assez rapide sur des actions qui sont déjà menées, puisqu'évidemment, il y a tout un ensemble de choses assez dynamiques qui peuvent se faire, même si on veut se projeter, il y aurait sans doute des pistes assez intéressantes et assez novatrices à explorer, ce qu'on verra juste après. Voilà, alors, juste un petit zoom sur Oui Casablanca. Je fais très très rapidement, mais c'est pour vous montrer comment a été mise en place la démarche et pour que vous compreniez comment se met en place une démarche traditionnelle de marketing territorial. Vous voyez en fait que ce n'est pas quelque chose qui se fait en 15 jours ni en 2 mois. Vous voyez que le point de départ, c'est le 30 juin 2015, où là, il y a eu un benchmark qui a été fait de toutes les marques de territoire qui existaient. C'est-à-dire qu'ils ont regardé un peu les marques de territoire qui pouvaient exister partout à travers le monde. Pour essayer d'en voir les forces et les faiblesses, puis essayer de regarder aussi quelles étaient celles qui étaient transposables ou pas. Et la démarche du 30 juin 2015 a abouti jusqu'au 24 octobre 2016, si vous prenez en fait en sens inverse des aiguilles d'une montre, avec la révélation de la marque territoriale Oui Casablanca, qui a été annoncée et autour de laquelle il y a eu de la communication qui a été faite. Mais vous voyez en fait que c'est une opération qui dure plus d'1 an et qui va, si vous regardez un peu les différentes étapes, impliquer tout un ensemble de réunions, tout un ensemble
de mobilisation d'acteurs qui sont des acteurs très divers, soit en termes d'expertise, soit en termes de gouvernance ou de pilotage par les pouvoirs publics. Alors, pour ce qui est donc de l'avenir, si on peut dire ça comme ça, donc je l'ai dit, ce qui se fait beaucoup, c'est quand même du marketing exogène, que j'appelle du marketing exogène, c'est-à-dire la volonté d'attirer des gens à l'extérieur en s'appuyant sur les ressources et les qualités d'un territoire. Pour ce qui est en fait du marketing endogène, on voit qu'il y a très peu d'actions finalement qui sont faites en termes de marketing endogène. J'entends par là le marketing qui est fait avec les gens du territoire pour enrichir le territoire de l'intérieur. On a vu quelques actions qui sont faites, à Naples notamment, c'est ce qui a été fait. Mais si on reprend 3 points spécifiques, ce qui manque peut-être un peu aujourd'hui, ou ce sur quoi on pourrait travailler un peu plus, c'est notamment sur ce qu'on appelle le marketing de la fierté, donc le pride marketing, qui est un axe qui est très peu exploité. Et en fait, si on y regarde bien, il y a beaucoup de territoires aujourd'hui, pas seulement en Afrique, mais en Afrique aussi, sur lesquels il y a des problèmes d'identité territoriale. C'est-à-dire en fait que les habitants et les gens qui occupent le territoire, habitants en particulier ou entreprises, ont du mal quand même à parfois s'identifier à leur territoire, être fiers de leur territoire. Alors j'ai mis un exemple juste en dessous, vous voyez quelques images. Ça c'est une action qui a été mise en place par une ville donc, française qui est Reims. Donc c'est une ville, c'est la ville notamment où il y a eu les rois qui ont été sacrés et il y a le champagne. Et dans lequel en fait ils ont décliné tout un ensemble d'éléments. Sur les petites affiches c'est marqué je suis rémois. Et l'idée, c'était de développer la fierté d'être rémois autour des éléments qui sont les éléments caractéristiques et positifs de la culture rémoise. Donc, tout en haut à gauche, vous voyez le biscuit rose, qui est un biscuit spécifique. Juste en dessous, vous voyez le bouchon de champagne. En haut, tout à droite, vous voyez le maillot du Stade de Reims, qui est un stade qui a connu ses heures de gloire en football. Et vous voyez, l'idée, c'était ça. C'était de travailler sur la fierté d'être rémois. Et peut-être que sur les territoires aujourd'hui, il faudrait travailler sur ça. Sur la fierté d'être de tel territoire d'Afrique ou de tel pays ou de tel quartier ou de telle ville. Ensuite, ce sur quoi on pourrait travailler un peu plus aussi aujourd'hui, au-delà des seules infrastructures, c'est vraiment sur le cadre de vie. Pour une raison simple, c'est qu'il y a quand même une inégalité ou une inéquité dans ce qui est fait ou ce qui est perçu sur les territoires. On voit bien quand on interroge les gens qu'on a une perception assez différenciée des actions qui sont menées dans les centres urbains, dans les zones touristiques et dans les autres territoires peut-être un peu plus ruraux, un peu plus éloignés, qui se sentent un peu abandonnés. Donc peut-être qu'il faudrait rééquilibrer un petit peu ces éléments-là. Il y a notamment en fait un projet que je trouve assez intéressant. Il faudra suivre comment ça évolue. Ça peut paraître un peu mégalomane, mais c'est intéressant. Donc ça, c'est le projet de ville qui est proposé par donc le projet de ville Akon City, qui est proposé par cette grande star mbodienne, qui est un projet en fait de faire une smart city, donc une ville du futur africaine, dans un endroit en fait qui est plutôt un endroit assez rural et qui hébergerait 300 000 habitants. Donc c'est une smart city sur 1000 hectares. Et vous voyez que ça peut être le genre de projet qui aujourd'hui peut rebattre les cartes par rapport à une nouvelle donne qui serait faite dans le développement territorial. Donc là, en l'occurrence, c'est au Sénégal, mais le même type de projet pourrait, pourquoi pas, avoir lieu ou se faire, même dans des dimensions plus petites, dans d'autres territoires. Et enfin, et c'est sur ce point-là que je vais insister juste après, ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans le développement territorial, c'est l'aspect co-création. C'est-à-dire que beaucoup d'actions sont des actions qui sont des actions top-down, c'est-à-dire des actions qui sont décidées en haut et on demande d'appliquer sur le terrain. Et parfois, il peut y avoir un décalage entre ce qui est vu ou souhaité ou perçu par les élus notamment et ce qui serait souhaitable ou désiré par les personnes sur le terrain. Et il y a très peu finalement d'actions qui impliquent toutes les parties prenantes sur le terrain. Donc voilà, donc là aussi on pourrait s'inspirer de certains modèles. Il y a notamment un modèle qui est intéressant qui s'appelle Symbiogora, qui est en fait un modèle participatif qui donne des outils pour mettre en place un écosystème. L'idée, c'est de mettre en place un écosystème, de créer de la valeur territoriale
en essayant de faire que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire de l'habitant jusqu'à l'élu, en passant par l'entreprise, et puis l'artisan, et puis pourquoi pas le responsable associatif, de faire que chacun à son niveau puisse participer au développement territorial, à la promotion du territoire, à la fierté du territoire. Et donc voilà, donc ce type d'outil pourrait aussi être un outil intéressant à mobiliser pour faire que tout le monde participe au développement territorial et que ce ne soit pas en fait seulement quelque chose qui relève d'une politique euh, assez jacobine qui vient du haut et qui est imposée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Aimé Morel. Alors, peut-être un mot pour conclure. On est très, très pris par le temps. On doit après passer à la Oui, je t'en prie. conclusion du panel par le directeur général de l'UTRAS, M. Mohamed Youn. Un mot pour conclure un peu, sachant qu'on ne conclut jamais parce